Ma belle-mère m'a giflé le jour de mes 18 ans. Une vidéo de mon père depuis sa tombe révèle ses crimes et fait de moi l'héritière de tout son empire. Liliane m'a giflé en plein milieu du salon, devant tous les invités. Le bruit de la gifle a résonné comme un coup de feu et un silence s'est abattu sur la pièce. Certaines femmes ont poussé un cri, d'autres ont détourné le regard comme si elles n'avaient rien vu. Mon visage me brûlait, ma joue gauche elle était en feu et mes yeux me piquaient à cause des larmes. Mais je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas bronché. Je suis restée debout à la regarder, ma belle-mère qui se tenait au-dessus de moi, les dents serrées, les yeux pleins de haine. C'était mon 18e anniversaire, mon jour, mais elle l'avait fait sien. Vous savez, ce n'était pas la première fois qu'elle me frappait. Au cours des dernières années, depuis que mon père avait cessé de s'intéresser à moi, Liliane s'était permis de plus en plus de choses. Au début, ce n'étaient que des mots, insultants, blessants, comme des aiguilles, puis des coups, des tirades de cheveux quand mon père n'était pas là, puis des gifles quand elle était sûre que personne ne la verrait. Je m'étais habituée à la douleur, à l'humiliation, au fait que personne ne me défendrait, mais le fait qu'elle m'ait frappée ici, devant tout le monde, le jour de mon anniversaire, c'était autre chose. C'était une humiliation publique. Et vous savez ce qui est le pire? Personne n'est intervenu. Les invités, les amis de mon père, ses collègues, ses voisins, sont tous restés silencieux. Quelqu'un a toussé, quelqu'un a bu précipitamment une gorgée de champagne. Personne ne s'est approché, personne n'a demandé si tout allait bien, ils ont simplement accepté cela comme si c'était normal. Liliane redressa le dos, ajusta sa coûteuse robe beige et dit d'une voix forte pour que tout le monde l'entende: c'est pour ton insolence, Greta, pour ton manque de respect envers la mémoire de ton père. Il est mort il y a 3 mois et tu organises une fête comme si de rien n'était. C'est honteux. Je voulais dire que ce n'était pas moi qui avais organisé cet anniversaire. C'est elle qui avait insisté pour faire la fête. Elle avait invité les gens, elle avait tout organisé pour montrer à quel point elle était une belle-mère attentionnée. Mais je me suis tue car je savais que quoi que je dise, cela se retournerait contre moi. Il en avait toujours été ainsi. Liliane a regardé les invités comme si elle attendait leur approbation et beaucoup ont hoché la tête. Elle a souri, subtilement, à peine perceptiblement, on s'est dirigé vers la table où se trouvaient les verres de vin. Les invités ont progressivement repris leur conversation comme si de rien n'était. Et moi, je restais là, au milieu du salon, les joues en feu et la gorge nouée. Mon père. Ils parlaient tous de mon père, de l'homme merveilleux qu'il était, de la façon dont nous devions nous souvenir de lui, le vénérer. Mais où était-il quand j'avais besoin de lui? Où était-il l'année dernière quand j'avais tant besoin de lui? Au cours de la dernière année, mon père ne m'a presque pas adressé la parole. Il s'est éloigné de moi comme si j'étais devenue une étrangère. Le matin, il partait tôt au travail et rentrait tard. À table, il restait silencieux, le regard perdu dans le vide. J'essayais de lui parler, je lui posais des questions sur son travail, sa santé, n'importe quoi. Il répondait brièvement, sans émotion. Oui, non, d'accord. Et puis le silence, et puis il a complètement cessé de répondre. Il se contentait de hocher la tête ou ne réagissait pas du tout. Comme si je n'existais pas. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Pourquoi avait-il changé? Peut-être que Liliane lui avait dit quelque chose. Lui avait-elle chuchoté que j'étais une mauvaise fille, que je ne l'aimais pas? Peut-être était-il simplement fatigué de moi, du fait que je lui rappelais sa mère, décédée quand j'avais 10 ans. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais su. Et maintenant, il est mort, il y a 3 mois, d'une crise cardiaque. Soudainement, il ne s'est tout simplement pas réveillé un matin. Les médecins ont dit que c'était son cœur, qu'il n'avait pas pris soin de sa santé depuis longtemps, qu'il ne prenait pas ses médicaments correctement. Liliane a pleuré à l'enterrement, elle a hurlé, elle s'est jetée sur le cercueil, tout le monde la plaignait, et moi, je me tenais à l'écart, sèche, sans larmes, parce que je ne pouvais pas pleurer, il n'y avait que du vide en moi. Et maintenant, 3 mois plus tard, Liliane organise mon anniversaire. Elle invite des gens, met la table, sourit, puis elle me gifle et m'accuse de ne pas respecter mon père. C'est absurde, mais c'est ma vie ces dernières années. Les invités ont commencé à partir au bout d'1 heure environ. Certains venaient vers moi, me serraient la main, murmuraient quelque chose comme courage ou tout ira bien. Je hochais la tête, souriais, remerciais, je jouais un rôle. Comme toujours. Le dernier à partir était un homme en costume sombre. Il tenait un porte-document en cuir et avait l'air officiel. Je l'avais vu aux funérailles de mon père. Il s'est approché de moi et s'est présenté discrètement. Edwin Short, le notaire de votre père, j'ai besoin de vous parler à vous et à Madame Kendrick. Demain à midi dans mon bureau. Lecture du testament. J'ai sursauté. Le testament. Je n'y avais même pas pensé. Honnêtement, je m'en fichais. Mon père ne me laisserait rien de toute façon. Cette dernière année, il m'avait traité comme si je n'existais pas. Tout reviendrait sûrement à Liliane. C'est sa femme, après tout. Liliane s'approcha de nous en entendant le mot testament. Son visage prit une expression intéressée, mais elle tenta de la dissimuler. Bien sûr, monsieur Short, nous serons là, midi, c'est bien ça? Oui, Madame Kendrick, à demain. Il nous fit un signe de tête à tous les deux et sortit. Lilian le suivit du regard, puis se tourna vers moi. Un sourire satisfait et triomphant se dessina sur son visage. Eh bien, Greta, demain nous saurons ce que ton père m'a laissé, la maison, l'entreprise, l'argent, tout et toi. Eh bien, peut-être t'a-t-il laissé une petite chose, en souvenir. Elle rit et monta à l'étage, dans la chambre qui avait autrefois été celle de mes parents. Je restais debout dans le salon vide, au milieu des serviettes éparpillées, des verres à moitié vides et des restes du gâteau de fête que personne n'avait mangé. Je me rendis dans ma chambre tard dans la soirée, lorsque le silence régnait dans la maison.
J'ai allumé la lampe sur la table et je me suis assise sur le bord du lit. Je me sentais épuisée, vide. Je voulais juste m'allonger et m'endormir. Je ne comprenais pas. Mais je sentais que quelque chose était en train de changer. Que demain, après la lecture du testament, j'apprendrais quelque chose d'important. Quelque chose qui bouleverserait tout. Et avant de m'endormir, j'ai pensé, peut-être que mon père ne m'avait pas oublié après tout. Peut-être m'avait-il laissé quelque chose. Pas de l'argent, pas une maison, mais autre chose. Quelque chose qui avait de l'importance. Mais j'avais peur d'espérer, car chaque fois que j'espérais le meilleur, la vie me jouait un mauvais tour. Le lendemain, je me suis réveillée tôt, même si je n'avais presque pas dormi. Je n'arrêtais pas de me poser la même question. Qu'est-ce que mon père avait écrit dans sa lettre? Pourquoi me l'avait-il laissé? Et surtout, que se passerait-il lors de la lecture du testament? Liliane se comportait comme si tout était déjà décidé. Au petit déjeuner, elle était assise à table dans son costume blanc et rose très cher, buvait son café et regardait quelque chose sur son téléphone. Elle ne m'a même pas regardée quand je suis entrée dans la cuisine. Je me suis versé un verre d'eau, j'ai pris une pomme et je suis sortie rapidement. Je ne voulais pas rester près d'elle plus longtemps que nécessaire. À 11h30, nous sommes partis pour le bureau du notaire. Nous avons roulé en silence. Liliane conduisait, j'étais assise à côté et je regardais par la fenêtre. La ville se réveillait, les gens allaient au travail, les enfants couraient à l'école. Une journée normale pour tout le monde, sauf pour moi. Le bureau d'Edwin Short était situé dans le centre-ville, au troisième étage d'un immeuble bas en briques. Nous avons monté les escaliers et sommes entrés dans la salle d'accueil. La secrétaire, une femme d'une quarantaine d'années portant des lunettes, nous a souri et nous a invités à entrer dans le bureau. Lorsque nous avons ouvert la porte, j'ai vu que nous n'étions pas seuls. Derrière un grand bureau en bois était assis Edwin Short, un homme maigre d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris et au visage sévère. À côté de lui était assis un homme que je connaissais bien, l'oncle Morgan, le frère aîné de mon père. Il était corpulent, avait les épaules larges et portait une chemise de travail et un jean. Morgan possédait un garage à la périphérie de la ville et avait toujours été un homme simple et direct. Je l'avais vu aux funérailles, mais nous n'avions presque pas parlé. À côté de Morgan était assise une jeune femme que je voyais pour la première fois. Elle avait environ 26 ans, les cheveux bruns attachés en queue de cheval et portait une simple blouse grise. Elle me regardait attentivement mais sans agressivité. Elle m'observait simplement. Bonjour, a dit Edwin en se levant. Asseyez-vous, je vous en prie, nous vous attendions. Liliane est passée la première et s'est assise sur une chaise en face du notaire. Je me suis assise à côté d'elle. Morgane m'a fait un signe de tête, j'ai répondu par un signe de tête. La jeune fille continuait simplement à regarder. Permettez-moi de vous présenter, a dit Edwin en désignant la jeune fille. Voici Cassidy Reyes, l'assistante personnelle de votre père, Madame Kendrick. Liliane a tressailli. Elle ne connaissait manifestement pas Cassidy, moi non plus. Mon père n'avait jamais mentionné qu'il avait une assistante. Mais depuis un an, il ne parlait presque plus de sa vie. Une assistante personnelle répéta Liliane en élevant la voix. Pourquoi diable a-t-il engagé une assistante sans m'en parler? Cassidy ne répondit pas. Elle se contenta de regarder Liliane calmement, sans émotion. Edwin s'éclaircit la gorge et poursuivit. Monsieur Kendrick a embauché mademoiselle Reyes il y a 6 mois. Elle l'aidait à classer ses documents, organiser ses rendez-vous et s'occuper de ses affaires personnelles. Elle est l'une des héritières désignées dans le testament. Liliane bondit de sa chaise. Quoi? Quelle héritière? C'est absurde. Mais qui est-elle? Madame Kendrick, calmez-vous, dit Edwin d'un ton ferme. Tout va s'expliquer. Commençons la lecture du testament. Il sortit plusieurs feuilles de papier d'un dossier, ajusta ses lunettes et commença à lire. Sa voix était calme, officielle, sans émotion. Mais les mots qu'il prononçait changeaient tout. Mon père a laissé la majeure partie de son entreprise, un réseau de magasins de matériaux de construction, à moi, Gretchen Kendrick. Je n'en croyais pas mes oreilles. Morgan recevait 20% de l'entreprise. Cassidy recevait une compensation financière de 50 000 dollars et un poste de directrice dans l'entreprise. Et Liliane recevait un manoir et une somme de 200 000 dollars. Mais à une condition, elle devait quitter la maison dans un délai d'un mois. Le silence qui suivit ces mots était assourdissant. Liliane était assise, les lèvres serrées, le visage rouge. Morgan hocha calmement la tête, comme s'il s'attendait à quelque chose de similaire. Cassidy resta impassible. Et moi, je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Mon père m'avait laissé son entreprise, à moi. Pourquoi? C'est impossible, finit par dire Liliane. Sa voix tremblait de colère. C'est un faux, il n'aurait pas pu écrire ça. Il m'aimait, il m'avait tout promis. Le testament a été rédigé dans les règles de l'art, répondit Edwin. Il a été signé de la main de votre mari, certifié par 2 témoins et enregistré auprès de la chambre des notaires. Il est tout à fait légal. Je vais faire appel, je vais aller au tribunal. Cette fille ne mérite rien. Liliane me montra du doigt. Il ne lui a même pas parlé pendant la dernière année, et maintenant, tout à coup, il lui laisse tout. Morgan intervint, d'une voix calme mais ferme. Liliane, calme-toi, c'est sa volonté. Il avait le droit de disposer de ses biens comme il l'entendait. Tais-toi, Morgan, cela ne te regarde pas. Si cela me regarde, je suis aussi un héritier, et je vois ce que tu essaies de faire, mais cela ne marchera pas. Liliane se leva brusquement et attrapa son sac. Je vais aller voir le meilleur avocat, on verra bien qui gagnera. Asseyez-vous, Madame Kendrick, dit Edwin. Il y a encore une chose que vous devez voir. Elle s'arrêta et se retourna. Son visage exprimait un mélange de colère et de peur. Quoi d'autre? Edwin appuya sur un bouton de l'ordinateur portable posé sur la table. Un écran apparut sur le mur sur lequel s'afficha une image. C'était une vidéo. Mon père était assis dans son bureau, regardant directement la caméra. Il avait l'air fatigué, vieilli, mais calme.
Si vous regardez cette vidéo, dit-il, cela signifie que je ne suis plus là. J'ai enregistré cette vidéo il y a 2 semaines, car je sentais que mon temps était compté. Je suis malade, du cœur. Les médecins disent qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je n'en ai parlé à personne. Je ne voulais pas de pitié. Je serrais les mains sur mes genoux. Mon père savait qu'il allait mourir. Pourquoi ne l'avait-il pas dit? Je laisse la majeure partie de mon entreprise à Gretchen, non pas parce que je l'aime plus que les autres. Ces mots étaient froids, impitoyables. Je lui laisse l'entreprise parce que je ne veux pas que Liliane obtienne quoi que ce soit. Elle m'a trahi, elle a volé de l'argent, elle a fréquenté un autre homme, je sais tout. J'ai mené une enquête privée ces derniers mois, j'ai des preuves. Liliane s'est figée, son visage est devenu blanc comme de la craie. Je n'ai pas encore tout terminé, a poursuivi mon père. Mais je transmets l'affaire à Greta, qu'elle décide quoi faire de ces informations. Les preuves se trouvent dans l'enveloppe qui doit lui être remise. Greta, si tu regardes cette vidéo, je te demande pardon. J'ai été un mauvais père. Maintenant, je veux que tu aies tout ce que j'ai eu. La vidéo s'est terminée, l'écran s'est éteint, le silence était total. Je sentais quelque chose me serrer la poitrine. Mon père ne m'aimait pas, il voulait simplement se venger de Liliane, j'étais un instrument de vengeance, pas sa fille, cela me faisait plus mal que n'importe quel coup. Liliane éclata soudain de rire, c'était un rire nerveux et aigu. Des preuves? Quelles preuves? Il bluffe, il ne savait rien. J'ai bien peur que oui, dit Edwin en sortant un autre dossier. Votre mari m'a remis des copies de certains documents, des virements bancaires au nom de Josh Walters, des photos de vous deux ensemble, des enregistrements de conversations téléphoniques. Greta et moi avons tout cela en notre possession. Liliane vacilla, Morgane l'a pris par le coude et l'a rassis sur la chaise. Elle resta assise, le regard fixe, fixant la table. Qui est Josh demandai-je doucement. Edwin me regarda. Josh Walters, un ancien employé de la société de votre père. Il a disparu il y a un an avec une grosse somme d'argent. Votre père soupçonnait Liliane de l'avoir aidé. Nous en avons maintenant la preuve. J'ai senti le monde se mettre à tourner autour de moi. Ma belle-mère ne se contentait pas de me battre. Elle ne se contentait pas de trahir mon père. Elle volait, elle détruisait son entreprise et lui, il se taisait, il souffrait et il est mort en me laissant tout cela. Je veux partir, ai-je dit en me levant. Edwin a hoché la tête. Bien sûr, prenez ce dossier. Il contient des copies de tous les documents. Et encore une chose. L'enveloppe que votre père vous a laissée. Il m'a demandé de vous la remettre en main propre. Il m'a tendu une épaisse enveloppe brune, je l'ai prise, sentant son poids. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Liliane restait immobile. Morgane s'approcha de moi et posa sa main sur mon épaule. Greta, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Je serai toujours là pour toi. Merci, murmurai-je. Cassidy s'approcha également. Je suis désolée que tu aies appris tout ça de cette manière. Ton père m'avait demandé de ne le dire à personne. Il voulait me protéger de Liliane. J'ai hoché la tête, ne sachant pas quoi dire. Je ne savais pas quoi penser de cette fille. Elle travaillait avec mon père, elle le connaissait mieux que moi ces derniers mois. Peut-être savait-elle des choses sur lui que je ne saurais jamais. Je suis sortie du bureau, j'ai descendu les escaliers et je suis sortie dans la rue. J'avais du mal à respirer. Je me suis assise sur un banc près du bâtiment, l'enveloppe dans les mains. Les gens passaient sans me prêter attention. La vie continuait comme d'habitude, mais la mienne venait de basculer. Mon père m'avait laissé son entreprise, pas par amour, par devoir. Pour que Liliane n'obtienne rien, je n'étais qu'un instrument entre ses mains. Même après sa mort, il continuait à me manipuler, mais il m'avait aussi laissé autre chose. Des preuves. Il voulait que je décide moi-même quoi en faire. Fallait-il se battre? Fallait-il dénoncer Liliane ou simplement oublier et passer à autre chose? Je ne connaissais pas la réponse. Alors je me suis simplement assise sur un banc, l'enveloppe à la main et j'ai regardé la rue. Jusqu'à ce que je trouve enfin la force d'aller à l'arrêt de bus, je devais rentrer chez moi, ouvrir cette enveloppe et découvrir ce que mon père m'avait laissé. Quand je suis revenue au manoir, Liliane n'était pas encore là. Elle était probablement restée chez le notaire ou était partie quelque part pour se calmer. Cela m'était égal. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé, je me suis assise sur le lit et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une clé USB, petite, noire, avec une inscription au marqueur blanc. Pour Greta, la vérité. Je l'ai longuement regardée avant de l'insérer dans mon ordinateur portable. J'avais peur de ce que j'allais voir, mais je savais que je devais le faire. Mon père ne me l'avait pas laissé sans raison, il voulait que je sache. Quand j'ai ouvert la clé USB, j'ai trouvé plusieurs dossiers. Photos, documents bancaires. Audio, j'ai ouvert le dossier photos en premier et je les ai vus. Liliane et un homme que je ne connaissais pas. Ils se tenaient près d'un motel enlacés. Sur d'autres photos, ils étaient assis dans un café, se tenant la main. Sur une autre, il lui tendait quelque chose et elle souriait. J'ai fermé le dossier, mon cœur battait à tout rompre. J'ai ouvert le dossier documents bancaires. Il contenait des relevés bancaires et des virements au nom de Josh Walters, des montants allant de 5 à 10 000 dollars. Le dernier virement datait d'une semaine avant la mort de mon père et enfin le dossier audio. Un seul fichier. J'ai cliqué sur lecture et j'ai entendu la voix de Liliane, froide, calme, terrible. J'ai passé les jours suivants dans ma chambre sans presque jamais en sortir. Liliane m'évitait et moi aussi. Nous vivions dans la même maison mais comme dans des mondes parallèles. Elle savait que j'avais des preuves, elle savait que son temps dans cette maison touchait à sa fin, mais elle restait silencieuse, préparant son propre plan. Et je ne savais pas quoi faire. La clé USB était dans le tiroir de mon bureau et chaque fois que je la regardais, je ressentais des sentiments contradictoires. De la colère, de la douleur, de la confusion. Mon père m'avait laissé cette bombe, mais il ne m'avait pas dit quoi en faire. Le troisième jour après la lecture du testament, Cassidy m'a appelé. Greta, nous devons parler, m'a-t-elle dit. Sa voix était calme mais insistante.
Pouvons-nous nous rencontrer aujourd'hui au café de la première rue, près du parc? Je n'étais pas sûre de vouloir la rencontrer. Cette fille travaillait avec mon père, connaissait ses secrets, avait reçu une part de l'héritage. Qui était-elle pour moi? Une alliée ou une simple étrangère? Mais j'ai accepté parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Morgan m'aurait aidé, mais il est actuellement occupé par son atelier et essaie de s'occuper des affaires de son père. Cassidy savait tout, elle pourrait peut-être m'expliquer quoi faire ensuite. Le café était petit, confortable, avec des tables en bois et une odeur de café frais. Cassidy était déjà assise près de la fenêtre quand je suis entrée. Elle m'a fait signe de la main. Je m'approchai et m'assis en face d'elle. La serveuse s'approcha, je commandai un latte, Cassidy un thé. Comment vas-tu demanda-t-elle lorsque la serveuse fut partie. Je haussai les épaules. Je ne sais pas, tout a changé si vite. Il y a une semaine encore, je pensais que j'allais passer ma vie sous la coupe de Liliane et maintenant je suis propriétaire d'une entreprise que je ne comprends même pas. Cassidy hocha la tête. Ton père savait que ce serait difficile pour toi, mais il croyait que tu y arriverais. Il y croyait? Je ne pus retenir mon ironie. Il ne m'a même pas parlé pendant la dernière année, il ne savait pas qui j'étais. Il savait, dit Cassidy doucement, plus que tu ne le penses. Elle sortit un dossier de son sac et le posa sur la table. Ce sont des copies des documents que ton père a rassemblés sur Liliane. Je l'ai aidé. Il a commencé à la soupçonner lorsqu'il a remarqué que de l'argent avait disparu du compte commun. Au début, il s'agissait de petites sommes, quelques milliers ici et là, mais ensuite les montants ont augmenté. Il a engagé un détective privé qui a retrouvé Josh. Josh Walters, répétai-je, qui est-ce? L'ancien responsable de l'entrepôt. Il a travaillé dans l'entreprise de ton père pendant 3 ans. C'était un bon employé, mais il avait des problèmes. Il jouait et avait des dettes. Ton père le savait, mais il ne l'a pas licencié. Il lui a donné une chance. Et Josh en a profité pour se rapprocher de Liliane. J'écoutais en serrant ma tasse de café. La serveuse a apporté ma commande et l'a posée devant moi, mais je n'y ai même pas touché. Ils se sont fréquentés pendant un an, a poursuivi Cassidy. Liliane lui donnait de l'argent et il se cachait de ses créanciers. Ils avaient prévu de s'enfuir ensemble quand ton père serait mort. Elle attendait ça. Elle attendait, murmurai-je. Elle attendait qu'il meure. Oui, mais ton père est mort plus tôt que prévu. Et Josh a pris peur, il a disparu. Liliane est restée seule. J'ai senti la colère monter en moi. Liliane ne s'était pas contentée de me battre. Elle n'avait pas seulement trahi mon père. Elle avait attendu sa mort comme un cadeau. Et quand il est mort, elle a décidé qu'elle avait gagné. Je veux la détruire, ai-je dit. Ma voix était calme mais ferme. Je veux qu'elle paie pour tout. Cassidy m'a regardé attentivement. Je vais t'aider, mais tu dois comprendre que ce sera dangereux. Liliane n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Elle est rusée. Et si elle comprend que tu vas la dénoncer, elle pourrait faire quelque chose de terrible. Que veux-tu dire? Cassidy a réfléchi un instant puis a dit: ton père est mort d'une crise cardiaque, officiellement, mais le détective qui l'avait engagé a découvert quelque chose d'étrange. Ton père prenait des médicaments pour la tension, régulièrement, mais une semaine avant sa mort, il s'est plaint au détective de se sentir plus mal que d'habitude, comme si les médicaments ne faisaient pas effet. Mon cœur s'est arrêté. Tu penses qu'elle a remplacé les médicaments? Je ne sais pas. Il n'y a pas de preuves. Mais le détective a conseillé à ton père d'être prudent, ça n'a pas aidé. Je me suis adossée au dossier de ma chaise, essayant de digérer cette information. Si Liliane a vraiment remplacé les médicaments, c'est un meurtre, pas simplement de la trahison ou du vol. Un meurtre. Que dois-je faire? Ai-je demandé. Calme-toi, a dit Cassidy. Ne te précipite pas. Pour l'instant, tu as des preuves de trahison et de vol. C'est suffisant pour qu'elle perde tout, mais si tu veux prouver le meurtre, il faudra des expertises. Une enquête, c'est compliqué. Et en attendant, je vais t'aider à comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Tu es propriétaire de la société, mais tu ne sais pas comment elle fonctionne. Je vais t'apprendre, je vais te montrer les documents, te présenter les gens. Tu dois être forte, Greta. Si Liliane sent que tu faiblis, elle frappera. J'ai acquiescé. Cassidy avait raison, je devais devenir plus forte, apprendre à me battre. Les jours suivants, Cassidy et moi nous sommes vus tous les jours. Elle m'a montré les documents de l'entreprise, m'a expliqué comment fonctionnaient les entrepôts, quels managers étaient fiables et lesquels ne l'étaient pas. J'ai appris vite car je savais que ma survie en dépendait. Cassidy était patiente et attentive. Elle ne se contentait pas de me montrer des chiffres, elle m'expliquait la logique, m'aidait à comprendre. Un jour, alors que nous étions assises dans le bureau de mon père, en train d'examiner les contrats avec les fournisseurs, je lui ai demandé: pourquoi fais-tu cela? Pourquoi m'aides-tu? Cassidy a levé les yeux de ses papiers. Que veux-tu dire? Tu aurais pu simplement prendre l'argent que ton père t'a laissé et partir, trouver un autre travail. Mais tu es là, tu consacres du temps à m'aider. Pourquoi? Elle a réfléchi un instant, puis a répondu doucement. Ton père était un homme bon, il m'a donné une chance quand j'étais au plus bas. Je lui en suis reconnaissante, et puis j'ai vu à quel point il souffrait ces derniers mois, j'ai vu comment Liliane le détruisait, et comment il essayait de te protéger, même s'il ne savait pas comment. Il t'aimait, Greta, il ne savait simplement pas comment le montrer. Je serrais les lèvres, je ne voulais pas pleurer, pas maintenant. Il ne m'aimait pas, il l'a dit lui-même dans la vidéo, il m'a laissé son entreprise non par amour mais par devoir. Cassidy secoua la tête. Il a dit ça parce qu'il avait peur de montrer sa faiblesse. Il pensait que s'il disait la vérité, qu'il t'aimait, qu'il regrettait, qu'il voulait tout arranger, tu ne le croirais pas, c'est pourquoi il a décidé d'être dur. Mais en réalité, il pleurait quand il a enregistré cette vidéo. Je l'ai vu, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Mon père pleurait, il souffrait. Je ne savais pas, murmurai-je.
Maintenant, tu le sais, et maintenant, tu as le choix. Soit oublier tout cela et continuer à vivre, soit te battre pour ce qu'il a essayé de te laisser. C'est ta décision. J'ai pris une profonde inspiration. Je vais me battre. Oncle Morgan m'a aussi aidé. Il venait le soir quand Liliane n'était pas à la maison et me parlait de mon père. Comment il était dans sa jeunesse, comment il avait lancé son entreprise, comment il s'était battu. Morgan n'idéalisait pas son frère, mais il ne le condamnait pas non plus. Il disait simplement la vérité, et cela m'aidait à mieux comprendre mon père. Il a toujours été fier, m'a dit Morgan un soir, assis à la table de la cuisine avec une tasse de café. Il ne savait pas demander de l'aide, même quand c'était difficile pour lui. Je lui ai proposé mon aide à plusieurs reprises, mais il refusait. Il disait qu'il pouvait s'en sortir tout seul. Et Liliane, ai-je demandé, pourquoi l'a-t-il épousé? Morgan a soupiré. Il était seul après la mort de ta mère, très seul. Liliane est arrivée au bon moment, belle, charmante, attentionnée. Elle savait jouer le jeu et lui, il était fatigué, il l'a cru. Quand il a compris qu'il s'était trompé, il était trop tard. Mais pourquoi n'a-t-il pas divorcé? Il avait peur qu'elle fasse quelque chose. Elle le menaçait. Elle disait qu'elle détruirait sa réputation, son entreprise. Il ne voulait pas prendre de risques. J'ai hoché la tête. Beaucoup de choses devenaient claires maintenant, mais un soir, tout a changé. Je rentrais chez moi après avoir passé la journée au bureau de la société avec Cassidy. La nuit tombait, les rues étaient désertes. Je roulais sur la route habituelle en pensant à la journée du lendemain quand soudain j'ai senti que la voiture ne répondait plus. J'ai appuyé sur le frein, mais rien ne s'est passé. La pédale était enfoncée. Mon cœur s'est mis à battre, à tout rompre. J'ai essayé de freiner avec le frein à main, mais la vitesse était trop élevée. Devant moi, il y avait un virage serré. J'ai tourné brusquement le volant. La voiture a dérapé. Elle a quitté la route et a percuté un arbre. Le choc a été violent. L'airbag s'est déclenché. Je me suis cogné la tête contre lui. Puis, le noir. Quand j'ai repris conscience, il y avait des gens autour de moi. Quelqu'un a appelé l'ambulance. On m'a sorti de la voiture et allongé sur une civière. J'avais un mal de tête insupportable, mais j'étais en vie. Mes mains tremblaient, j'avais du mal à respirer. À l'hôpital, le médecin m'a examiné et m'a dit que j'avais une commotion cérébrale et des contusions, mais rien de grave. Il fallait quelques jours de repos. Morgan est arrivé une heure plus tard, le visage sombre et inquiet. Que s'est-il passé? M'a-t-il demandé en s'asseyant près de mon lit. Je ne sais pas, les freins n'ont pas fonctionné. Il m'a regardé attentivement. Greta, ce n'est pas un accident, je vais aller au garage où ta voiture a été réparée la dernière fois. Je vérifierai les freins moi-même. Tu penses, je pense que quelqu'un les a sectionnés. Le lendemain, Morgan est revenu avec une nouvelle qui a confirmé mes pires craintes. Le tuyau de frein avait été sectionné. Il n'était pas usé ni endommagé accidentellement, il avait été sectionné intentionnellement, soigneusement, de manière à faire croire à un accident. Liliane, dis-je, c'est certain ou quelqu'un à sa demande. Greta, c'est sérieux, elle est prête à te tuer. Tu dois être prudente, très prudente. J'ai senti un frisson me parcourir. Liliane ne reculera devant rien, elle a déjà tué mon père, peut-être. Et maintenant, elle veut me tuer. Parce que je me tiens entre elle et l'argent, entre elle et la vie qu'elle avait prévue. Le soir même, je suis rentrée chez moi. Liliane était là, assise dans le salon, buvant du vin et regardant la télévision. Quand je suis entrée, elle a levé la tête. Son visage ne trahissait ni compassion, ni inquiétude. J'ai entendu dire que tu avais eu un accident, a-t-elle dit. Sa voix était indifférente, presque dédaigneuse. Comment vas-tu? Je suis en vie, ai-je répondu brièvement. Dommage, a-t-elle murmuré, mais je l'ai entendu. J'ai entendu chaque mot. Je me suis approchée et me suis placée devant elle. Tu as saboté les freins? Elle a ri, froide, méchante. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a fait une grimace moqueuse. J'ai serré les poings. Je voulais la frapper, crier, la chasser de la maison, mais je me suis retenue. Pas maintenant, pas comme ça. Il fallait agir intelligemment. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé. Mon cœur battait à tout rompre. Il fallait faire quelque chose, vite. Sinon, la prochaine fois, je n'aurais peut-être pas cette chance. Le soir, j'ai reçu un message sur mon téléphone, un numéro inconnu. Si tu veux connaître la vérité sur la mort de ton père, viens à l'ancienne Syrie près de la route du lac, demain à 9 h du soir. Seul, Josh. J'ai longuement regardé l'écran. Josh, l'amant de Liliane, l'homme qui a disparu il y a un an. Pourquoi m'écrit-il maintenant? Que veut-il? Est-ce vraiment lui ou est-ce Liliane qui essaie de me piéger? J'ai montré le message à Cassidy le lendemain matin lorsque nous nous sommes retrouvés au bureau. Elle a froncé les sourcils en le lisant. C'est peut-être un piège, Liliane a pu l'écrire depuis son téléphone. Ou même Josh lui-même pouvait être sous sa pression. Ou alors il veut vraiment dire quelque chose. Pourquoi ferait-il ça? Il a disparu, il se cache. Pourquoi a-t-il soudainement décidé de te contacter? Je ne sais pas, mais j'ai besoin de la vérité. S'il y a une chance de savoir ce qui est arrivé à mon père, je dois essayer. Cassidy m'a regardé longuement puis a soupiré. D'accord, mais je te suivrai à distance. Si quelque chose arrive, j'appellerai la police et j'emmènerai Morgan. Nous serons à proximité. J'ai accepté. Je savais que c'était risqué, mais je ne voyais pas d'autre solution. Le soir, à la tombée de la nuit, je me suis assise dans une voiture empruntée. La mienne était accidentée et je me suis rendue à l'ancienne Syrie. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient sur le volant. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je devais découvrir la vérité. Je devais comprendre si Liliane avait vraiment tué mon père. Quand je suis arrivée à la Syrie, tout était sombre et calme. Les vieux bâtiments étaient vides, les fenêtres brisées, les portes arrachées. L'endroit semblait abandonné, effrayant. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne.
Josh, ai-je appelé? Ma voix a résonné dans le silence. Rien, seul le vent bruissait dans les feuilles. Puis j'ai entendu des pas. Un homme est sorti de l'ombre, de taille moyenne, maigre, le visage nerveux et les yeux cernés. Il me regardait avec crainte et soulagement à la fois. Tu es Greta? A-t-il demandé doucement. Oui, tu es Josh. Il a hoché la tête. J'ai quelque chose à te dire. À propos de ton père, à propos de la façon dont il est mort. J'ai serré les poings, sentant tout mon corps se crisper. Parle. Il a pris une profonde inspiration, regardant autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un écoute. Liliane l'a tué, je le sais, je l'ai vu. Josh se tenait devant moi, regardant nerveusement autour de lui. Ses mains tremblaient, son visage était pâle et ses yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis longtemps. Il avait l'air effrayé. Il ne ressemblait pas à l'homme que j'avais vu sur les photos avec Liliane, sûr de lui et souriant. Comment as-tu vu ça? Ai-je demandé en m'approchant. Raconte tout depuis le début. Il a pris une profonde inspiration et s'est passé la main sur le visage. Bon, je connaissais tes parents depuis longtemps, avant même ta naissance. Ton père et moi avons grandi dans le même quartier. Nous étions amis. Pas les meilleurs amis du monde, mais amis quand même. Je me souviens quand il a rencontré ta mère. Elle était belle, gentille, ils se sont mariés jeunes, et moi, j'ai pris un autre chemin. Je me suis mis à fréquenter de mauvaises fréquentations, j'ai commencé à jouer. Les dettes s'accumulaient. Ton père m'a donné de l'argent plusieurs fois, il a essayé de m'aider, mais je n'ai pas changé. Je perdais tout encore et encore. J'écoutais en serrant les poings. Le vent soufflait dans les feuilles, l'obscurité régnait tout autour. La Syrie avait l'air effrayante, mais je ne ressentais aucune peur. Seulement de la colère et le désir de connaître la vérité. Après une nouvelle défaite, ton père a refusé de m'aider, a poursuivi Josh. Il m'a dit que je devais régler mes problèmes moi-même, qu'il ne pouvait pas me sauver éternellement. Nous nous sommes disputés. J'étais vexée, je l'ai traité de tous les noms, mais il était resté sur sa position. Il aurait pu me poursuivre pour mes dettes, me détruire, mais il ne l'a pas fait, en souvenir de notre vieille amitié et de ta mère. Elle a toujours été gentille avec moi, même quand je ne le méritais pas. La mention de ma mère a résonné de manière inattendue, douloureuse. Je ne me souvenais presque pas d'elle. Elle est morte quand j'avais 10 ans, d'un cancer rapide, cruel. Mon père s'est effondré, il est devenu quelqu'un d'autre, fermé, froid. Puis je me suis retrouvée à nouveau au fond du gouffre, a dit Josh, la voix tremblante. Les créanciers me couraient après, je n'avais pas de travail, nulle part où vivre. Je suis allée voir ton père pour lui demander de l'aide. Je m'attendais à ce qu'il refuse à nouveau. Mais il m'a embauché comme responsable d'entrepôt. Il m'a donné une chance, il m'a dit que ta mère aurait voulu qu'il m'aide. J'étais reconnaissant, je pensais que c'était ma chance de prendre un nouveau départ. Il se tut, les yeux fixés au sol, mais ensuite j'ai rencontré Liliane et tout a changé. Parle-moi d'elle, ai-je dit fermement. Josh a levé la tête, ses yeux étaient pleins de regrets. Elle était charmante, belle, attentive. Nous nous sommes rencontrés à l'entrepôt quand elle est venue voir ton père. Elle a commencé à me parler, à plaisanter, à sourire. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait, mais ensuite elle a commencé à se plaindre de ton père. Elle disait qu'il était froid, cruel, qu'il ne l'aimait pas, qu'elle était malheureuse, qu'il l'avait épousée uniquement parce qu'il se sentait seul après la mort de ta mère. Mais qu'en réalité il ne voulait pas la voir. J'écoutais en serrant les dents. Liliane a toujours été une experte en manipulation. Elle savait jouer avec les sentiments des gens. Je l'ai cru, murmura Josh. Mon Dieu, quel idiot j'ai été. Je suis tombé amoureux d'elle. Elle était tendre avec moi. Elle me disait que j'étais spéciale, que nous étions faits l'un pour l'autre. Et puis elle a dit qu'elle voulait s'enfuir, qu'elle attendait que ton père meure. Il est malade, le cœur. Les médecins disent qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre et alors nous pourrons être ensemble. Elle recevra son héritage, nous disparaîtrons. Nous commencerons une nouvelle vie quelque part loin d'ici. Et tu as accepté dis-je froidement. Oui, j'ai accepté. J'étais idiot, je pensais que c'était de l'amour, que nous serions heureux, mais je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas ce qu'elle ferait. Qu'est-ce qu'elle a fait, Josh? Je me suis approchée, le regardant droit dans les yeux. Dis-moi la vérité. Il serra les dents, baissa les yeux. Elle a commencé à ajouter quelque chose à ses médicaments. Je ne l'ai pas vu moi-même, mais elle m'en a fait part. Un jour, alors que nous nous retrouvions dans un motel à la sortie de la ville, elle m'a dit: tout sera bientôt fini, il est en train de mourir, je ne fais qu'accélérer le processus. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai pensé qu'elle plaisantait, mais ensuite ton père a commencé à se sentir plus mal. Je l'ai vu à l'entrepôt. Il tenait à peine debout, il avait du mal à respirer, il se plaignait de douleurs dans la poitrine. Les employés disaient qu'il avait changé, qu'il était devenu absent, et Liliane, elle souriait. Quand elle m'en a parlé, elle souriait, comme si c'était un jeu. J'ai senti un frisson me parcourir. Liliane avait tué son père, lentement, consciemment, et elle avait pris plaisir à le faire. J'ai commencé à avoir des soupçons, a poursuivi Josh. J'ai commencé à comprendre qu'elle n'attendait pas simplement sa mort. Elle l'organisait. J'ai pris peur. J'ai commencé à enregistrer nos conversations sur mon téléphone en secret. J'avais peur qu'elle m'implique aussi, que lorsqu'il mourrait, elle dirait que c'était moi, qu'elle me mettrait en danger. Et que s'est-il passé quand il est mort? Josh a passé sa main sur son visage pour essuyer ses larmes. Quand ton père est mort, j'ai compris. J'ai compris qu'elle l'avait vraiment tué. Que j'avais été témoin d'un meurtre. J'ai eu peur, peur que la police la prenne et m'arrête aussi. J'ai fait mes valises et je suis partie. Je me suis cachée dans un état voisin chez un vieil ami. Liliane était folle de rage. Elle m'appelait, m'écrivait, me menaçait. Elle disait qu'elle me trouverait, qu'elle me détruirait, mais je ne suis pas revenue. J'avais peur pour ma vie. Pourquoi as-tu décidé de me contacter maintenant? Ai-je demandé. Josh m'a regardé et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose.
Parce que j'ai entendu parler de ton accident, j'ai encore des amis en ville, ils m'ont dit que tu avais failli mourir, que les freins avaient été sabotés. Et j'ai compris qu'elle essaierait de te tuer aussi, parce que tu te tiens entre elle et l'argent. Parce que maintenant tout appartient et elle n'a reçu que des miettes. Je ne peux pas laisser faire ça. Ton père m'a donné une chance quand j'étais au fond du gouffre. Il aurait pu refuser, mais il ne l'a pas fait. En mémoire de ta mère, je lui suis redevable, à ta mère et à toi. Je suis un gigolo, un débiteur, un raté, mais pas un meurtrier. Et je ne veux pas avoir de sang sur les mains, même indirectement. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai soudain entendu un bruit. Le moteur d'une voiture, les phares qui brillaient à travers les arbres se rapprochaient. Josh a sursauté, son visage est devenu blanc. Tu as amené quelqu'un, j'ai dit, une seule personne. Non, mais la portière de la voiture s'est ouverte et Liliane en est sortie. Elle tenait un pistolet dans ses mains. Noir, lourd, elle le tenait avec assurance, comme si elle savait s'en servir. Mon cœur s'est arrêté. Elle m'avait trouvé, elle m'avait suivi, elle avait peut-être placé un traceur sur ma voiture, ou elle m'avait simplement suivi, attendant le bon moment. Greta, Greta, a-t-elle dit en souriant. Sa voix était calme, presque douce. Quelle fille naïve, tu pensais pouvoir me dénoncer? Que ce loser, dit-elle en désignant Josh, allait t'aider? Liliane, calme-toi, dit Josh en levant les mains. Ne fais pas ça, ce n'est pas une solution. Tais-toi, répondit-elle froidement. Tu m'as trahi, tu t'es enfui, tu m'as laissé seule. Je te faisais confiance, mais tu t'es révélé être un lâche. Et maintenant, tu veux tout raconter? Non, ça ne marchera pas, ça n'arrivera pas, jamais. Elle leva le pistolet et le pointa sur moi. J'ai senti le temps ralentir, je voyais son doigt sur la gâchette, je voyais le froid dans ses yeux. Ton père était un idiot, dit-elle doucement. Il pensait pouvoir me contrôler, que je serais une épouse obéissante, satisfaite de miettes. Mais je ne suis pas comme ça. J'ai toujours su ce que je voulais. Et j'ai pris ce qui m'appartenait. Il était déjà en train de mourir, je n'ai fait qu'accélérer le processus, et maintenant c'est ton tour. Tu l'as tué, ai-je dit doucement, en essayant de garder une voix calme. J'ai ajouté quelque chose à ses médicaments. Bien sûr que je l'ai tué. Elle a ri. Il prenait des médicaments pour sa tension tous les matins, il était si discipliné, si obéissant. Il était facile d'ajouter un peu de digoxine, de petites doses qui aggravèrent son état mais ne suscitaient aucun soupçon. Les médecins pensaient que c'était simplement la progression de la maladie, et puis quand le moment est venu, je lui ai donné une dose plus importante. Et il est mort, rapidement, sans souffrance, il n'a même pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit. J'ai senti la rage monter en moi. Elle parlait de la mort de son père comme si c'était une chose banale, sans regret, sans compassion. Maintenant, c'est ton tour, a-t-elle répété. Au début, je pensais que l'accident t'arrêterait, mais tu t'es avérée plus résistante que je ne le pensais. Il va donc falloir faire autrement. Je sentis la panique m'envahir, mais je me forçais à rester calme. Il fallait gagner du temps. Cassidy et Morgan étaient quelque part à proximité. Ils avaient promis de me surveiller. Ils devaient être là. Pourquoi fais-tu cela demandai-je en essayant de garder une voix calme. Tu as obtenu la maison, l'argent, que veux-tu de plus? Liliane a ri à nouveau, mais cette fois, son rire était hystérique. Une maison, 200 000 dollars, c'est une aumône dérisoire. Je voulais tout, les affaires, les millions, le pouvoir, mais ton père perfide t'a tout laissé. Une petite fille, mais qui ne sait rien faire, qui ne sait même pas comment diriger une entreprise, c'est injuste. C'est pourquoi je vais tout prendre moi-même. Quand tu ne seras plus là, je contesterai le testament, j'engagerai les meilleurs avocats et je gagnerai. Tu n'y arriveras pas, dis-je. Morgan, Cassidy, le notaire, ils sont tous au courant des preuves. Des preuves? Liliane s'approcha, le pistolet toujours pointé sur moi. Quelles preuves? Des enregistrements? Des photos? Cela ne prouve rien. On peut dire que c'est un montage, un faux, et quand tu ne seras plus là, personne ne défendra tes intérêts. Je dirai simplement que tu es morte dans un accident, tuée par Josh. Une autre tragédie dans cette famille. Josh s'avança soudain vers elle, les mains toujours levées. Liliane, arrête, tu es allée trop loin, si tu la tues, ils te trouveront à coup sûr, ils te condamneront, tu perdras tout. Elle se retourna brusquement vers lui, le pistolet désormais pointé sur Josh. Tu crois que tu peux me donner des ordres? Tu n'es personne, un pauvre rat qui n'est même pas capable de rembourser ses dettes. J'ai enregistré nos conversations, dit-il calmement, mais fermement. Où tu racontes comment tu l'as tué, comment tu prévois de tuer Greta. J'ai tout enregistré ces derniers mois. J'avais peur que tu me trahisses. Les enregistrements sont en lieu sûr. Si quelque chose m'arrive, ils seront automatiquement envoyés aux détectives et à la police. Le visage de Liliane se déforma sous l'effet de la rage, elle poussa un cri et appuya sur la gâchette. Le coup de feu retentit, résonnant dans les vieux bâtiments de la scierie. Josh hurla et se saisit l'épaule. Le sang coulait entre ses doigts, sombre et effrayant. Il tomba à genoux en gémissant de douleur. Je me précipitai vers lui, mais Liliane m'intercepta, m'attrapa par les cheveux et appuya le pistolet contre ma tempe. Le métal froid me brûlait la peau. Arrête! Cria-t-elle. Arrête, ou je te tue maintenant. D'un seul coup, soudain des voix se firent entendre. Les phares d'une autre voiture percèrent dans l'obscurité. Morgan et Cassidy ont couru hors de la voiture, suivis par les policiers. 3 officiers, armes à la main, quelqu'un les avait appelés. Peut-être Cassidy, quand elle y eut Liliane. Police, lâchez vos armes, les mains dans l'air, cria l'un des officiers, un homme grand en uniforme. Liliane tremblait. Elle me tenait, le pistolet près de ma tête. Je sentais son souffle sur ma nuque, l'odeur de son parfum mêlée à celle de la poudre et de la peur. Reculez, cria-t-elle. Reculez, ou je la tue. Je ne plaisante pas. Morgane fit un pas en avant, les mains levées en signe de paix. Liliane, ne fais pas ça. Tu ne feras qu'empirer la situation. Tu peux encore te rendre et obtenir une peine clémente. Je n'ai plus rien à perdre. Sa voix était hystérique.
Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'espérais, tout est détruit à cause d'elle, à cause de cette gamine. Non, dis-je doucement. Il te reste encore quelque chose, ta vie. Si tu me tues, tu seras condamné à la prison à vie ou à la peine de mort. Mais si tu te rends maintenant, tu as une chance d'obtenir une peine plus légère. La possibilité de sortir un jour de prison. Elle trembla plus fort. Je sentis son étreinte se relâcher, même si ce n'était que légèrement. Tu mens, tu essaies juste de te sauver. Non, Josh a des enregistrements. Mon père avait des preuves. Moi aussi. Même si tu me tues, tu as perdu, Liliane. Tout est fini. Mais tu peux encore choisir comment. Quelques secondes de silence. Les policiers, Morgan, Cassidy étaient là. Tout le monde attendait. Josh gémissait par terre, tenant son épaule blessée. Puis Liliane m'a violemment repoussé. Je suis tombée par terre, me cognant les genoux. Elle a levé le pistolet vers sa tête et l'a appuyé contre sa tempe. Non, ai-je crié. Mais Josh a été plus rapide. Il s'est précipité vers elle et l'a renversée. Le pistolet lui a échappé des mains et a roulé sur le sol. Les policiers se sont précipités, l'ont maîtrisé et lui ont passé les menottes. Liliane criait, jurait, essayait de se débattre, mais en vain, elle a été arrêtée. J'étais assise par terre, respirant difficilement, le cœur battant à tout rompre. Cassidy a couru vers moi et m'a aidé à me relever. Ça va? Greta, tu es blessée? Non, non, ça va, j'ai juste eu peur. Josh était déjà pris en charge par les médecins qui étaient arrivés avec la police. La blessure à l'épaule n'était pas mortelle. Il survivrait, il pourrait témoigner. L'un des agents s'est approché de moi et a sorti son carnet. Mademoiselle Kendrick, nous avons besoin de votre témoignage et des preuves dont vous avez parlé, tout ce que vous avez. Bien sûr, je vous donnerai tout. La clé USB, les documents, les enregistrements, tout. Liliane a été mise dans la voiture de police. Elle me regardait à travers la vitre, le visage déformé par la haine et l'impuissance. Mais je ne ressentais aucune peur. Seulement un vide et le soulagement que tout soit enfin terminé. Morgan m'a prise dans ses bras, fermement, comme un père. C'est fini, Greta. Tu as réussi. Tu es forte, plus forte que tu ne le pensais. J'ai hoché la tête, me blottissant contre son épaule, me permettant enfin de me détendre. Oui, c'est fini. 6 mois plus tard, je me tenais près de la fenêtre de ma nouvelle maison, regardant le lac. L'eau était calme, presque miroitante, reflétant le ciel matinal. Le soleil venait de se lever à l'horizon, peignant les nuages de nuances roses et orangées. Je tenais une tasse de café dans mes mains et je respirais simplement, tranquillement, sereinement, sans crainte. Cette maison est devenue mon refuge. Petite, confortable, avec une terrasse en bois donnant sur l'eau, j'ai vendu la maison où je vivais avec Liliane sans hésiter. Je ne pouvais pas rester là où chaque mur me rappelait les coups, l'humiliation, la peur. L'argent de la vente a servi en partie à acheter cette maison, en partie à développer l'entreprise de mon père, mon entreprise. Je ne me suis toujours pas habituée à cette idée que je suis propriétaire d'une entreprise, que des gens dépendent de mes décisions, que j'ai du pouvoir, mais chaque jour cela devenait plus facile. Morgan et Cassidy m'aidaient, m'apprenaient, me soutenaient. Morgan venait au bureau 3 fois par semaine, vérifier les rapports, me conseiller sur la manière de traiter avec les fournisseurs, de mener les négociations. Il était patient, ne me mettait pas la pression, n'exigeait rien. Il était simplement là, comme le père que je n'ai jamais eu, du moins ces dernières années. Et Cassidy est devenue pour moi plus qu'une simple assistante. Elle était là tous les jours, organisait les réunions, m'expliquait les documents, m'apprenait à comprendre les rapports financiers. Au début, j'ai eu du mal à l'accepter. Elle était la maîtresse de mon père, la femme qui le connaissait mieux que moi. Cela me faisait mal. Mais avec le temps, j'ai compris qu'elle n'y était pour rien. Mon père était seul, Liliane le détruisait. Cassidy lui a apporté chaleur et soutien. C'est peut-être grâce à elle qu'il a pu vivre jusqu'au moment où il a rédigé son testament et m'a tout légué. Un jour, alors que nous étions assises dans le bureau après une dure journée de négociation avec des clients, Cassidy m'a dit quelque chose qui a changé mon attitude à son égard. Tu sais, Greta, au début, je ne comprenais pas pourquoi ton père t'avait tout laissé. Je pensais qu'il voulait simplement se venger de Liliane, mais ensuite, quand j'ai commencé à travailler avec toi, j'ai compris, il voyait en toi une force. Il savait que tu t'en sortirais, même s'il n'était pas capable de te le dire lui-même. Je suis restée silencieuse, les yeux fixés sur les papiers posés sur la table. Et j'ai compris autre chose, a poursuivi Cassidy. Ton père t'avait oublié ces dernières années. Ta mère est morte il y a longtemps, et ta belle-mère était prête à te tuer pour l'héritage. Tu ne méritais pas un tel sort. Personne ne le mérite. C'est pourquoi j'ai décidé d'être à tes côtés. Je t'aiderai, non pas parce que je le dois, mais parce que tu mérites d'être soutenu. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis des mois, je me suis permis de sourire. Merci, vraiment. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Cassidy m'a souri en retour. Tu t'en serais sortie, tu es plus forte que tu ne le penses. Depuis ce jour-là, nous sommes devenus plus proches. Pas seulement des collègues, mais des amis. Parfois, j'avais l'impression que Cassidy était devenue pour moi ce que ma mère aurait pu être. Un soutien, une conseillère, une personne qui croit en moi, même quand je ne crois pas en moi-même. Le procès de Liliane s'est terminé il y a 3 mois. Elle a été condamnée à 25 ans de prison pour le meurtre de son père et la tentative de meurtre sur ma personne. Josh a témoigné et a transmis les enregistrements des conversations où elle parlait ouvertement de ses plans. L'expertise a confirmé la présence de traces de digoxine dans l'organisme de mon père, une substance qui, à forte dose, provoque une crise cardiaque. Les preuves étaient irréfutables. Lorsque le verdict a été prononcé, Liliane n'a pas pleuré, elle n'a pas supplié,
Elle est simplement restée assise, le visage impassible, le regard perdu dans le vide. Et lorsqu'on l'a fait sortir de la salle, elle m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement du vide. Elle avait perdu et elle le savait. Je n'ai pas ressenti de triomphe, seulement du soulagement. Que tout était fini, que je n'avais plus rien à craindre, Josh s'en est tiré avec une légère frayeur. Le procureur a reconnu que son témoignage était essentiel pour l'affaire et lui a accordé l'immunité. Il n'ira pas en prison. Il vit tranquillement, quelque part à la périphérie de la ville et travaille à nouveau dans un entrepôt. Mais cette fois, ce n'est pas le mien, c'est celui de mes concurrents. Et en plus, il essaie de me draguer. Ça a commencé après le procès. Il m'a appelé, m'a invité à prendre un café, m'a dit qu'il voulait parler. J'ai accepté, pensant qu'il voulait s'excuser ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de cela, il a commencé à flirter. Il me faisait des compliments, me souriait, me touchait la main. J'étais surprise et un peu déçue. Josh est un gigolo, il n'a pas changé. Mais maintenant, il cherche une nouvelle proie et il pense que je suis une proie facile, jeune, riche, célibataire. Je l'ai repoussé, poliment mais fermement. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée. Mais il n'a pas abandonné, il continue de m'appeler, de m'écrire, de m'inviter à sortir. Il pense que ce n'est qu'une question de temps avant que j'accepte. C'est agaçant, mais en même temps, ça m'amuse un peu. Car je vois clair dans son jeu. Ce n'est pas un mauvais homme, il est juste faible. Et je n'ai pas de temps à consacrer à un homme comme lui. Je me suis inscrite à des cours de gestion d'entreprise à l'université locale. Les cours ont lieu 2 fois par semaine, le soir. Les professeurs sont expérimentés, le contenu est complexe mais intéressant. J'apprends à comprendre les rapports financiers, le marketing, la gestion du personnel. Tout ce qu'il faut pour diriger une entreprise. Au début, c'était difficile. Je n'avais pas l'habitude d'étudier après l'école, mais petit à petit, je me suis prise au jeu. J'ai commencé à comprendre comment fonctionnait l'entreprise de mon père, comment prendre des décisions, comment être un leader, et j'ai aussi renoué avec mes anciens amis d'école. Après la mort de mon père, je les avais repoussés, je m'étais renfermée sur moi-même. Je ne voulais voir personne, ne parler à personne. Mais maintenant que ma vie se remettait peu à peu en place, j'ai compris que j'avais besoin des autres. J'avais besoin de soutien. J'ai appelé Mélissa, mon ancienne meilleure amie. Nous ne nous étions pas parlé depuis près d'un an. Elle a été surprise, mais a accepté de me rencontrer. Nous nous sommes assises dans un café et avons discuté. Je lui ai tout raconté. Liliane, le procès, ma vie actuelle. Mélissa m'a écoutée attentivement sans m'interrompre. Puis elle m'a prise dans ses bras et m'a dit: je suis contente que tu sois de retour. Tu m'as manqué. Après cela, nous avons commencé à nous voir régulièrement. Parfois, d'autres amis de l'école se joignaient à nous, Kyle, Hayden, Rose. Nous allions au cinéma, au café, nous nous promenions simplement, rien de spécial, mais c'était important car je me sentais à nouveau normale, pas une victime, pas la propriétaire d'une entreprise, juste Greta. Je n'idéalisais plus mon père. Je comprenais qu'il était simplement un être humain, un homme avec des défauts, des faiblesses, des peurs. Il m'aimait quand j'étais petite, quand ma mère était encore en vie. Mais après sa mort, il s'est effondré, il s'est renfermé et quand il a épousé Liliane, il m'a définitivement repoussée. La dernière année, il ne m'a pas parlé, non pas parce qu'il ne m'aimait plus, mais parce qu'il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Car il savait qu'il ne me protégeait pas de Liliane, car il se sentait coupable et qu'il était plus facile de m'éviter que d'avouer sa faiblesse. Et le testament, il m'a tout laissé, non par amour, mais par devoir, pour que Liliane n'obtienne rien, pour se venger d'elle. J'étais un instrument de vengeance et ça fait mal, très mal, mais je l'ai accepté, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mon père est mort, je ne peux pas changer le passé, je ne peux que continuer à vivre et faire quelque chose de ce qu'il m'a laissé. Un matin, alors que j'étais assise sur la terrasse avec mon café, Morgane m'a appelé. Greta, comment ça va? Bien, je viens de me réveiller. Je regarde le lac. C'est beau, écoute, je voulais te prévenir. Josh a encore appelé, il a dit qu'il voulait te voir. J'ai soupiré. Il n'abandonne pas, n'est-ce pas? On dirait. Mais ne t'inquiète pas, il est inoffensif. Il ne sait tout simplement pas accepter un refus. Je sais, c'est juste agaçant. Si tu veux, je peux lui parler. Je lui dirai de te laisser tranquille. Non, ce n'est pas la peine. Je m'en occuperai moi-même. Morgane a ri. J'en suis sûre, tu t'occupes de tout toi-même maintenant. Nous avons encore parlé un peu du travail, des fournisseurs, des nouveaux contrats, puis nous nous sommes dit au revoir. Je posais le téléphone et regardais à nouveau le lac. Je regardais le lever du soleil sur le lac et pensais: la vie continue. Et maintenant, elle m'appartient, pas à Liliane, pas à mon père, à moi. Je peux en faire ce que je veux. Je peux construire, créer, rêver. Je peux me tromper et corriger mes erreurs. Je peux aimer et être aimé. Je peux simplement vivre et c'est le plus important. La vie continue et elle m'appartient désormais, avec tous ses secrets, ses douleurs et ses histoires inachevées. J'ai fini mon café, je me suis levée et je suis rentrée à la maison. Demain sera un nouveau jour. De nouvelles réponses, de nouvelles questions et je serai prête.